Voilà, et comme promis et comme annoncé précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Serge Farnel. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pour votre premier roman que j'ai dégusté, on peut le dire. Là, je vais expliquer pourquoi. La malicieuse revanche d'un souffre-douleur, paru chez Fayard Mazarine Éditions. C'est un roman plein d'humour, de tendresse, un ticket pour l'enfance. Alors vous-même, vous êtes ingénieur, professeur de physique dans l'enseignement secondaire. Vous écrivez des pièces de théâtre, de la poésie. La malicieuse revanche d'un souffre-douleur, c'est votre premier roman. Vous avez également un grand passé de journaliste. Journaliste un jour, journaliste toujours. On le retrouve dans l'écriture et dans le style. On va en parler. Moi, je vais vous dire franchement ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment adoré votre roman. D'abord, ça se lit avec beaucoup de plaisir. C'est pas quelque chose de très difficile. Et moi, vous m'avez beaucoup rappelé mon enfance. Savez-vous pourquoi ? Peut-être parce que j'ai replongé moi-même dans la mienne au moment de l'écrire. J'étais dans un établissement scolaire public qui est le lycée Chaptal, collège et lycée Chaptal. Et au moment où j'écrivais ces scènes, je visualisais une cour en particulier qui est la cour de mon collège. Oui. Et donc je vais vous dire autre chose. Moi, je me suis dit, il a fait très fort. Il a réussi à faire le petit Nicolas version collège. Alors, c'est ce que j'ai entendu dire de la part de certaines personnes. Mais je le ressens parce que j'étais fan du petit Nicolas et j'ai dit mais c'est extraordinaire. Je pense que les auteurs du petit Nicolas n'auraient pas désavoué votre version collège. Est-ce qu'au moment où vous l'avez écrit, vous y avez pensé ? Oui, bien sûr. On est toujours un peu influencé par... pour le coup des grands auteurs, parce que Goscinny en est un, il est possible effectivement qu'il y ait eu quelque chose qui soit en moi de mes anciennes lectures, parce que j'aimais beaucoup également le petit Nicolas. Mais bien sûr. Et puis certaines autres personnes m'ont parlé un peu de la guerre des boutons, d'autres ont parlé de, j'ose à peine le dire parce que c'est trop valorisant pour que je puisse le dire moi-même. Non, allez-y, dites-le, il n'y a pas de problème. Une personne m'a parlé de la vie devant soi, bon. Oui. Mais bon, là j'ai envie de dire... non, c'est sur le côté sur le côté rapport à l'enfance. Narrateur, voilà, on est d'accord. Loin de moi l'idée de me comparer. Oui. Mais sur le côté narrateur. Donc chacun y voit des petites parties qui lui font penser à. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais là vraiment, enfin au niveau du milieu scolaire, c'est vraiment la suite du petit Nicolas, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs votre ouvrage est écrit, votre roman, d'une telle façon que c'est presque un scénario. On pourrait en faire un film. Vous y avez pensé ? Oui, je pense que J'étais sûr qu'il allait me dire oui. De toutes les manières, je visualisais les scènes que j'écrivais, donc entre le cinéma et la littérature, qui sont deux choses totalement différentes. Il y a tout de même une forme de porosité. Donc oui, bien sûr, j'y ai pensé. On m'en a parlé d'ailleurs. Alors, le plus difficile quand je reçois un auteur pour un roman, c'est d'en dévoiler le moins possible, de façon à ce que nos auditrices et nos auditeurs se précipitent pour le lire et qu'il n'ait pas à l'avance l'idée de ce qu'ils vont vraiment trouver. On ne parle pas évidemment de la façon dont les choses vont se passer. Si je vous demande à vous, Serge Farnel, de résumer la malicieuse revanche d'un souffre-douleur, que souhaitez-vous nous en dire ? Il y a deux façons de tenter de le résumer par l'intrigue ou de le résumer par l'ensemble des questions qui me tiennent à cœur et que j'ai voulu traverser. J'ai plutôt envie de le résumer par ces questions-là. Et ces questions qui me tiennent à cœur sont finalement les suivantes. La pression du nombre sur notre capacité à penser par nous-mêmes, c'est une question vraiment qui me pose question. Excusez-moi pour le tournure de la phrase, pas terrible. Et j'ai voulu vraiment mettre en scène des situations qui essayent de montrer l'influence que peut avoir sur notre capacité à penser par nous-mêmes, non seulement à penser par nous-mêmes, mais également à tenir nos propres valeurs, l'influence que peut avoir le nombre. Il y a une véritable autorité du nombre. Lorsque beaucoup de gens pensent d'une certaine manière, on a, et ça a été prouvé même par des expériences, notamment de l'université Palo Alto, on a tendance à ne plus voir clairement des choses qui pourtant, normalement, sont assez évidentes et ancrées dans l'homme. Oui.
Alors le résumé du livre. Alors le résumé du livre, on y vient quand même. Alors, bah oui. Alors il s'agit en fait d'une traversée de l'année scolaire racontée par Arthur, qui est un préado, il a 12 ans, donc il parle à la première personne avec toute, comment dire, la fraîcheur, je l'espère, du parler d'un enfant de cet âge, donc ses petites maladresses syntaxiques, ses tics de langage, et nous parcourons une année scolaire, donc de la rentrée des classes jusqu'à la sonnerie qui annonce le début des grandes vacances. Alors on est dans la préadolescence. Hein. Dans la préadolescence, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Mais c'est plus qu'une année scolaire toute simple à traverser. Il va se passer quand même des événements éminemment graves. Oui, alors tout à fait grave, et à la fois que j'ai voulu raconter par le biais de la voix d'Arthur avec de l'humour. Je pense que d'ailleurs l'humour... Il y a beaucoup d'humour. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dégusté le livre, parce que c'est agréable, il y a de l'humour et on passe un excellent moment, faut le dire. Voilà, donc il se passe plein de choses graves, et cet angle-là me permet peut-être de libérer un peu la pensée pour les penser autrement que si on était sidéré justement par des événements qui sont justement très très graves. Alors, grossièrement, qu'est-ce qui se passe ? Arthur a comment dire, plusieurs inconnus à une équation qu'il doit résoudre. C'est quoi ces inconnus ? Il est très amoureux d'une collégienne qui s'appelle Giovanna, qui est magnifique. Mais le problème avec Arthur, c'est qu'il est affreusement timide. Oui. Il peut pas aligner deux mots. Coincé. Allez, on dit le mot. Ouais, carrément coincé. Je pense que c'est un peu de son âge. Oui, mais alors lui, c'est normal. Lui, quand même, il dépasse les bornes. Il peut pas lui aligner deux mots. Il se tétanise rien qu'à l'idée de penser pouvoir lui parler. Donc ça, c'est pas jouable. Et donc pour pouvoir lui parler, ce qu'il ne peut pas faire concrètement, il va lui parler autrement. Il va lui parler en essayant de faire des exploits, en essayant d'être super bon au sport, en essayant d'être populaire, d'avoir une fonction importante dans son collège. Et il se dit, c'est comme ça que je vais la séduire parce qu'elle va me remarquer. Et ça, c'est une première chose. Être populaire pour séduire Giovanna. Deuxième problème, Arthur, c'est un peu un grand dadais, il est pas très bien dans sa peau, il est maladroit, et puis il est assez intelligent. Et il voit bien ce qui se passe avec son voisin de classe, c'est pas facile pour son voisin de classe, il se dit, moi j'ai pas envie de devenir une tête de Turc, donc j'ai intérêt à être un peu discret, que tout se passe bien. Donc il a quelque part ces deux fameuses inconnues de l'équation qui sont un peu contradictoires. Être populaire pour Giovanna, être discret pour ne pas prendre le risque d'être lui-même. C'est un peu antinomique. Hein. Il est toujours en train de balancer entre deux désirs, deux états, deux possibilités. Exactement. Et donc, tout au long de cette traversée de l'année scolaire, on va le voir à travers ses paroles, on va le suivre dans son cheminement psychologique, et en train d'une façon, il en a d'ailleurs lui-même tout à fait conscience, il n'en est pas toujours très très fier, il se le dit lui-même, mais s'arranger un peu avec sa conscience dans certains cas, et pour pouvoir justement, lui, il place son intérêt quelque part en premier, et il a bien raison aussi, et donc lorsque par exemple son voisin de classe commence à avoir quelques soucis puisqu'il est un peu pris en grippe, on va pas en dire trop non plus, Arthur met dans la balance son empathie avec son intérêt. Et il se dit bon ma décision, je peux pas la prendre tout de suite. Ma décision, ça va être de la reporter un peu plus tard. Bien sûr. Et alors tout ça au milieu donc d'un univers scolaire avec les profs, les devoirs, les conflits, etc. Mais ce qui est très particulier à votre roman, c'est que vous faites passer non seulement une grande réflexion par rapport à l'état dans lequel, de la préadolescence où l'on est en train de se construire, mais par rapport également aux valeurs de la société. Ouais. Il y a beaucoup de valeurs qui sont évoquées. Et qu'on retrouve tout au long du livre, et des choses dont on parle beaucoup en ce moment dans la presse nationale, le harcèlement, l'intolérance, je sais pas, le racisme, etc. Tout ça, c'est des choses, des thématiques sur lesquelles vous aviez à cœur de vous exprimer. Oui, clairement. Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé notre échange en parlant à la fois de l'intrigue et puis de ce que je voulais y dire. Bien sûr. Et effectivement, je voulais aborder tous ces thèmes qui pour moi n'en font qu'un. Ce sont des thèmes très très humains.
avec un grand H, et notamment un thème qui me pose question est celui de la raison pour laquelle nous sommes amenés à perdre notre empathie, ou tout au moins à l'oublier un petit peu dans certaines circonstances, en particulier celles où notre intérêt peut primer sur notre compassion. Et ces choses-là qui touchent en fait non pas seulement le collège, qui touchent le monde entier de tout temps, est un sujet totalement universel. Et j'aime bien m'attaquer à des sujets un peu universels. Bien sûr. C'est un peu la fonction de l'écrivain. Donc, et puis, c'est aussi un peu celle du journaliste que vous êtes dans certains cas, voilà. Et ça rejoint, je crois. Oui, en fait, puisqu'on parle de journalisme, je ne me considère pas comme un journalisme professionnel au sens, je veux dire, formation, puisque je suis ingénieur de formation. Oui. Mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans le journalisme pour des sujets qui sont très importants et qu'il fallait absolument... sur lesquels il fallait absolument travailler en profondeur et qui sont des grandes questions historiques. Oui, c'est vrai. Alors, la malicieuse revanche d'un souffre-douleur, c'est aussi une thématique qui est celle d'être le fils de. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important parce que c'est vrai que, par exemple, dans mon univers à moi de journaliste, je reçois beaucoup de gens connus. Et quand on connaît un peu leur univers à eux, leurs enfants, la façon dont ils vivent, la notoriété de leurs parents, c'est pas toujours facile. C'est même parfois très compliqué d'être le fils ou la fille de. Tout à fait. Et j'ai essayé de mettre ça en scène dans mon livre, mais là, je vais pas dévoiler grand-chose. Non, on va pas dévoiler. Non, mais je oui. peux même en parler, puisque, bien encore sûr. une fois, c'est au tout début, on le sait au tout début, oui. À la fois Arthur et son voisin de classe sont des fils d'eux. Et la problématique pour les deux, ça va être quelque part de se détacher le plus possible de l'image de fils d'eux, et si possible de faire en sorte que l'autre, que le père de l'autre, soit considéré comme plus influent que son propre père. Exactement. C'est un peu une rivalité, voilà. Un peu le combat des chefs, on va dire. C'est le combat des chefs, c'est-à-dire qu'on essaye juste le contraire. On essaie justement de faire en sorte que vis-à-vis des autres, on fasse passer son père pour quelqu'un de pas si influent que ça, et en tout cas moins influent que le père de l'autre, parce qu'on part du principe. Il va y avoir un peu tout ça au cours du roman, c'est-à-dire qu'on a ça entre Thierry et Arthur, à savoir c'est une sorte de, j'ai envie de dire, de combat des victimes potentielles, où ils vont quelque part espérer que l'autre soit la victime et pas lui. C'est ça aussi un peu le centre du roman, et un peu terrible de ce point de vue-là, mais à mon avis qui doit malheureusement ressembler à ce que nous propose l'histoire, dans des cas très extrême, oui. Extrême. Il existe malheureusement, mais c'est heureusement pas toujours le cas, mais souvent une désolidarisation des victimes, puisque nécessité fait loi, et que c'est quand on est dans des cas les plus terribles, ça peut arriver. Je l'ai vécu notamment dans ce passé de journaliste, lorsque j'ai interrogé un certain nombre de rescapés. J'ai pu voir effectivement qu'il y avait que ces choses-là pouvaient arriver. Oui. Et donc on a, si vous permettez, Élise, on a donc ça effectivement entre Arthur et Thierry, et on a également cette drôle de concurrence, drôle entre guillemets, entre Georges et Mathieu, qui sont deux élèves assez gros, et sur lesquels se resserrent les taux des autres. Et on va en parler juste après la pause. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, Serge Farnel est avec nous ce matin pour La malicieuse revanche d'un souffre-douleur, paru aux éditions Fayard Mazarine. À tout de suite. Voilà, et l'on retrouve Serge Farnel pour La malicieuse revanche d'un souffre-douleur, paru chez Fayard Mazarine. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de temps vous avez mis à l'écrire. C'est quand même votre premier roman. Et comment l'avez-vous écrit techniquement ? Alors, à la main, au stylo plume, au bic, à l'ordi, comment ça se passe ? Bien, alors... Sur un carnet, sur un cahier. Moi, j'aime bien savoir comment on écrit le livre. Alors, première question que vous m'avez posée, combien de temps ? J'en sais rien. Pourquoi je vous réponds je vous réponds de cette manière-là ? Parce que ce roman, je l'ai entamé il y a très longtemps. Oui. Et je l'ai arrêté. J'ai fait beaucoup d'autres choses entre-temps. Je l'ai repris. Et du coup, il m'est absolument impossible de dire à la fin combien de temps j'ai mis pour l'écrire. Voilà. Donc, désolé d'une réponse. C'est aussi. Pas grave, mais c'est bien. Ça veut dire que vous étiez déjà prof quand vous avez commencé à l'écrire ? Non.
C'est ça qui est intéressant. Ça c'est drôle, oui. C'est drôle parce que, en fait, je ne suis professeur que depuis 2 ans. Oui. Et en passant, je me régale. Ça, je tiens à le dire, c'est fantastique. Mais j'avais déjà monté il y a longtemps. Écouter notre émission à vos élèves. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Absolument, absolument. Et donc, je les salue au passage. On leur fait des grosses bises de la part de la radio. Et voilà, donc je suis professeur depuis 2 ans. J'avais déjà à l'époque monté une petite édition parascolaire. Donc la pédagogie est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et en fait, l'idée d'être professeur, j'ai des classes de 5e. En plus, je leur fais découvrir la physique théorique qui pour moi en plus est une passion. Donc le tout fait que je suis un homme heureux, voilà. Mais ce livre-là, je l'avais écrit avant d'entrer dans le collège. Et d'ailleurs, je me suis fendu auprès du proviseur d'une dédicace assez amusante, en lui disant presque mot pour mot: je certifie par la présente ne pas m'être inspiré de vous lorsque j'ai écrit ce livre-là. Et le contrat ça a dû l'amuser, quoi. Oui, bien sûr, il est très sympa d'ailleurs. Comment dire, la signature et la date du contrat avec l'éditeur faisant foi, parce qu'il faut voir comment le proviseur est caricaturé dans ce bouquin. Et j'ai un peu fait la même chose avec l'ensemble des profs pour rigoler. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos collègues? Ils ont lu le livre? Alors certains, j'ai pas encore tous les retours. Certains professeurs l'ont lu, ont adoré. Puis j'ai pas des retours de tout le monde pour l'instant, donc c'est un peu le silence aussi assez classique en partie. Oui, bien sûr. Puisqu'on attend, voilà. Et alors le coup du diapason. Ouais. Alors le diapason, moi c'est pour ça, c'est ça que je vais en lire quelques lignes, mais d'abord expliquez-nous. Bon, déjà, la définition du diapason, c'est un outil qui, les auditeurs le savent, mais je rappelle que c'est un outil censé nous donner la note La. En fait, nous n'avons pas, en général, sauf certaines personnes, bien sûr, ce que l'on appelle l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est la capacité, lorsque l'on entend une note quelconque, comme ça, de dire il s'agit d'un sol, il s'agit d'un mi, il s'agit d'un ré. Ceux qui n'ont pas l'oreille absolue, la majorité, moi je ne l'ai pas, doivent, pour pouvoir connaître la note que l'on joue, avoir d'abord ce que l'on appelle une note repère. Une note repère est donnée justement par notamment un diapason qui donne le La. Et à partir du La, on peut chanter La, Si, Do, etc. pour arriver jusqu'à la note et déterminer la note justement que l'on a entendue. Voilà. Les gens qui n'ont pas une oreille absolue ont besoin d'un diapason. Alors, il y a une prof de musique qui s'appelle Madame Pinson, c'est trop mignon. Je me suis dit, est-ce que c'est un gag? Alors, on va pas dire quel gag, hein, mais vous parlez d'un gag autour d'un diapason, et je me suis dit, est-ce que c'est du vécu de Serge Farnel? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous l'avez imaginé. Oui, donc, c'est très drôle, mais c'est pas le gag, le gag m'a amusé, mais c'est ce que vous en faites dire à vos personnages après, qui m'a énormément touchée. Alors, je vais lire un petit extrait si vous êtes d'accord. Alors, ils sont en famille, à un repas. J'ai repensé au diapason de Madame Pinson quand elle le faisait vibrer près de ses oreilles pour qu'il joue une note dans sa tête. Comme un diapason, ai-je demandé? Exactement, fit alors ma mère, tout en me montrant du doigt. On en a tous un dans notre tête. Il doit vibrer en toi quand c'est le moment de penser par toi-même. Tu comprends? Il est dans ta tête à toi, pas dehors, pas chez les autres. À ces instants, il te donne le là, le vrai, le seul. Et il n'y a qu'un là, tu le sais. Tantiolène a soudainement pris sa fourchette et a fait comme si elle allait se crever un œil. On a tous réagi sur l'instant. Mon père était déjà debout, ma mère se cachait les yeux et moi j'ai crié « Tata !» Alors ma tante m'a expliqué que mon diapason venait de marcher parfaitement. Elle en a profité pour dire que ceux de mes parents fonctionnaient également. Elle fit quand même une petite remarque à ma mère qui, pour toute réaction, s'était contentée de se cacher les yeux. Elle m'a demandé pourquoi j'avais crié comme ça, ce à quoi je lui avais répondu que c'était dégoûtant ce qu'elle avait failli faire. Tantiolène m'a expliqué que c'était parce que je m'étais mise à sa place un instant, comme si mes yeux avaient été les siens. Elle disait juste ma tante, alors elle m'a demandé d'essayer de lui expliquer pourquoi il n'avait pas fonctionné, mon diapason, quand les autres leur avaient mis des baffes à Georges et à Mathieu. Pour ça, il faut lire le roman. J'ai été extrêmement
touchée par ce passage, parce que cette histoire d'avoir tous un diapason en nous, c'est très émouvant et c'est très fort. Oui, d'abord je suis vraiment ravi, Lise, que ça vous ait touché, puisqu'effectivement c'est un passage très important de ce livre qui fait écho au premier chapitre, notamment quand vous parliez de ce gag-là qui n'était pas gratuit et qui avait un sens sur l'ensemble du roman. Bien sûr. Ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, d'ailleurs c'est une grande question, est-ce que nous avons tous, est-ce que nous sommes fabriqués avec une empathie déjà? On peut déjà se poser la question. A priori, quand on regarde les animaux, on a le sentiment que oui. Si vous vous amusez à regarder ces petites vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont magnifiques, d'un animal d'une certaine espèce qui vient sauver un autre animal d'une autre espèce, oui. On se dit vraiment qu'on est né avec ça. Alors ensuite, on peut être dans la grande question qui opposait Voltaire à Rousseau, à savoir est-ce que la civilisation et la culture, est-ce qu'il nous aurait un peu pervertis dans ce que cette empathie notamment, c'est une grande question. Et ce qui m'intéressait justement, voilà, quand elle pose la question à Arthur de savoir pourquoi il n'a pas bien fonctionné ton diapason, Arthur va ensuite se poser la question, justement quelques lignes après, de savoir si ce ne serait pas le bruit des autres qui l'aurait empêché d'entendre son propre diapason. Oui. Voilà. Exactement. C'est un peu la grande question. C'est la grande question. Et est-ce que finalement le bruit des autres ne nous empêche pas souvent d'être à l'écoute de nous-mêmes? Et évidemment, c'est la conclusion qu'on en tire quand on lit cela. Alors, il y a une thématique énorme. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps de parler de toutes les thèmes évoqués. Moi, quand même, le thème de la différence physique chez les enfants et du rejet de l'autre parce qu'il est gros, ça m'a parlé. Parce que c'est quand même l'une des premières choses que les enfants peut-être vivent, ils voient l'autre quand ils arrivent à l'école, en maternelle même, voire même à la crèche, et ils se rendent compte que l'autre est pas tout à fait comme eux. Et souvent, c'est là que commencent à jouer des phénomènes d'intolérance. Et j'ai bien aimé que vous insistiez là-dessus dans le livre, parce que ça commence aussi comme ça, l'intolérance. Je suis d'accord. En même temps, c'est une question qui véritablement est en débat, de savoir au niveau du harcèlement scolaire quel est le mécanisme dans la tête du harceleur en fait qui va faire qu'on désigne telle personne plutôt qu'une autre pour être la tête de Turc. Vous parlez de la différence et j'en parle dans ce roman-là. Il y a la différence absolument, et la différence d'apparence physique par exemple, et puis il y a également d'autres choses, et notamment l'école de Palo Alto parle de la possibilité d'une vulnérabilité soupçonnée de la part du harceleur, et qui va favoriser son choix de choisir telle ou telle victime. Et dans une tribune que je fais paraître, j'essaie pas d'opposer, mais de faire l'articulation entre ces deux façons de penser, et je pense que finalement elles disent à peu près la même chose, puisque lorsque l'on est différent, que l'on soit gros, que l'on soit tout petit, que l'on soit je ne sais pas quoi, cette différence nous rend uniques, et le fait que nous soyons uniques donc nous fait de nous qu'une personne seule contre tous potentiellement, et donc nous rend vulnérables. Et c'est cette vulnérabilité éventuellement qui peut être détectée par tous, et en général, et c'est important dans ce livre-là, je pense que les élèves, pour un certain nombre d'élèves, s'accommodent du fait qu'une personne puisse être la tête de Turc, parce que tant qu'une personne est la tête de Turc, ça ne sera pas eux. Bien sûr. Alors, Serge Farnel, La malicieuse revanche d'un souffre-douleur, paru aux éditions Fayard. Mazarine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On attend le prochain roman. Mettez un peu moins de temps à l'écrire, ça nous fera plaisir. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter on n'a pas le temps, on avait envie d'écouter J'ai 10 ans de Souchon. J'invite les auditeurs à l'écouter chez eux. En attendant, merci d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous.